Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission, un programme très chargé ce soir avec 5 invités. On sera évidemment comme chaque mois avec Arnaud Marion pour parler des transformations et des mutations des entreprises. Il y a eu beaucoup d'actualités cette semaine. D'abord, on ira voir du côté des marchés financiers qui ont battu un record. Est-ce que les entreprises ont encore aujourd'hui intérêt à s'introduire en bourse? Quelles sont celles qui y vont? Quelles sont celles qui en sortent? On fera le point là-dessus. On parlera également du marché auto qui est en pleine mutation. On a eu les chiffres du mois d'octobre qui étaient quand même pas très bons. On reste encore sur une baisse de 30% par rapport à l'année dernière. On parlera de la SNCF qui fait face cette semaine à l'arrivée de la concurrence, notamment dans le sud-est sur les TER. Ça arrive en 2025. Et puis, on parlera également de Vincent Bolloré qui, cette fois, a des ambitions en Espagne. On fera donc tout le point sur tous ces éléments avec Arnaud Marion dans un instant. On rencontrera une jeune femme qui lance une application pour aider les personnes qui sont en reconversion professionnelle à trouver des stages, des alternances dans les entreprises. On sera également avec le patron de Ford France qui viendra nous parler de la transformation de sa filière, des enjeux liés à la COP26 notamment en ce moment, de l'électrification et du biocarburant puisque Ford a un positionnement très particulier sur cette question. On sera également avec Nelly Garnier, c'est la directrice de l'Observatoire des crises nouvelles. Elle viendra nous expliquer comment elle songe à écouter un peu les réseaux sociaux pour aider les entreprises qui sont prises à partie parfois sur des sujets de société auxquels elles n'ont pas forcément réfléchi. Et puis on terminera avec le fromage, une passion française, puisque nous serons avec le patron de Sodial Fromage. C'est la première coopérative laitière de France avec des grandes marques emblématiques. Et s'il y a un gagnant dans cette crise sanitaire, eh bien c'est sans doute le fromage. Sodial qui a d'ailleurs annoncé un investissement de 170 millions d'euros pour les 5 prochaines années. On fera le point sur tout ça dans un instant. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et je suis avec Aïssata Kouaté, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et CEO de Ivy Recrutement. Alors c'est une application qui s'adresse à des personnes en reconversion professionnelle. Pourquoi ce choix spécifiquement ? Exactement. Donc Ivy Recrutement, c'est une application mobile qui permet aux personnes en reconversion professionnelle de s'insérer plus facilement et de pouvoir démontrer tout leur cheminement grâce à des liens vers leur site internet où ils peuvent démontrer les compétences qu'ils ont pu apprendre. C'est très important. Et pourquoi les personnes en reconversion professionnelle? Car moi-même, j'ai fait une reconversion en 2019. Donc à la base, je suis comptable et je suis entrée chez Simplon pour pouvoir évoluer dans le numérique, découvrir la programmation informatique et tous les métiers autour. Du coup, ça a été un coup de foudre, j'ai bien aimé. En fin de formation, il fallait réaliser un projet, un site web. Donc j'ai décidé de lancer Hello Ada, donc, qui fait référence à Ada Lovelace, la première femme à avoir écrit et décrypté un programme informatique. Ouais. Donc j'ai réalisé des interviews auprès des femmes, soit entrepreneurs ou en reconversion ou cadres dans de grands groupes. Au final, ça a pris. Donc j'ai décidé de créer un groupe LinkedIn. Aujourd'hui, il y a 150 femmes qui s'entraident, qui se donnent des conseils. Et par la suite, je suis rentrée chez Willa pour structurer le projet. L'incubateur dédié aux femmes. Notamment. Exactement, qui promeut l'entrepreneuriat féminin dans la tech. Du coup, ça a été un boost. J'ai structuré le projet, j'ai fait une association et un programme de mentorat pour ces femmes-là en reconversion dans la tech. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème en fin de formation, c'est que les femmes avaient du mal à trouver cette première expérience professionnelle. D'ailleurs, c'est général chez les hommes et chez les femmes, car les entreprises sont un peu frileuses. Ont du mal à faire confiance à ces profils qui sont peu linéaires, ouais. Vu qu'ils ont plusieurs métiers à leur actif. Du coup, grâce au soutien de la Fresh Tech Tremplin, en janvier 2021, j'ai lancé Ivy Recrutement, donc l'application mobile. C'est comme ça qu'elle est née. Et là, vous en êtes tout de votre stade de développement alors exactement? Donc aujourd'hui, on a lancé l'application, donc hier. Tout est en ligne en version Android et iOS, donc je suis très contente. On peut l'utiliser dès maintenant, il y a déjà quelques offres. Et puis voilà. Et les entreprises, elles vous accueillent comment? Comment est-ce que vous les démarchez? Donc les entreprises, effectivement, c'est l'une de nos difficultés.
Donc le but, c'est de pouvoir... la prochaine étape, c'est de rentrer à Station F, au cœur de l'écosystème des startups françaises en France, de pouvoir... tester en grandeur nature, aller les voir, présenter notre solution, leur expliquer que les personnes en reconversion professionnelle, c'est des personnes attractives. Surtout, elles sont audacieuses, elles ont plusieurs compétences à leur actif, donc il faut leur faire confiance. Et pourquoi pas tester et ensuite, si ça se passe bien, poursuivre vers... d'abord commencer par un stage, une alternance et poursuivre vers un CDI, un CDD, un CDI. Oui, l'objectif vraiment, c'est de mettre en relation les entreprises et ces personnes en reconversion qui ne trouvent pas finalement encore complètement leur place dans cet écosystème-là, c'est ça? Exactement. L'objectif, vraiment, c'est d'être une passerelle entre ces écoles de formation numérique, ces bootcamps, et les entreprises. De démontrer que c'est possible. Donc nous, on fait le lien entre les deux parce qu'il y a vraiment un fossé entre les écoles et les entreprises. Donc le but, c'est de vraiment, à travers la vidéo, démontrer la personnalité du candidat, démontrer ses compétences et faire le lien. Sur quoi va être basé votre business model ensuite? Donc le business model, le business model, il est basé sur donc un côté école de formation qui vont pouvoir nous payer sur le suivi des candidats, sur le placement des candidats. D'accord. Et également des entreprises, si le match se fait bien, qui sont satisfaits du candidat en stage ou en alternance et qui le prennent en CDD ou en CDI, il peut y avoir une facturation, une commission. Ça, c'est à voir. C'est personnalisé en fonction des entreprises. Vous êtes passé par Simplon, vous le disiez tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Simplon? Simplon, waouh. Déjà, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Donc, j'ai été très bien accueillie, pas rejetée. Ce qui m'a plu, c'est qu'on a travaillé tous ensemble sur des projets. Donc, le travail d'équipe. On a complètement plongé dans le code. Et le travail, quand on met les mains dans le cambouis, je trouve que ça, c'est super et c'est ce que j'ai aimé chez Simplon. Et l'idée, c'est de montrer aussi que du coup, le code et le numérique, c'est accessible un peu à tout le monde finalement et de déconstruire un peu cette idée. Exactement. Donc, comme je disais, moi, je suis comptable. Donc, c'est les chiffres, ça n'a rien à voir avec le code. Mais quand on arrive, on nous explique. Les formateurs sont très attentifs, sont à nos côtés. Et du coup, ça s'est bien passé. Bon, merci beaucoup et bonne chance alors pour cette application qui vient de sortir. Aïssata Kouyaté, fondatrice et CEO de Ivy Recrutement. Merci. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et j'ai le plaisir de retrouver Arnaud Marion. Bonjour. Bonjour Aurélie. Bonjour Arnaud, donc fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. On se retrouve une fois par mois là, pour analyser les crises, les mutations des entreprises. Et il faut dire qu'on a eu beaucoup d'actualités cette semaine, notamment du côté des marchés boursiers. Alors, on enregistre cette émission avant la clôture, je tiens à le préciser. Mais donc, ce matin, on était en séance au-dessus des 7000 points à la Bourse de Paris, ce qui est un record historique. On est sur une hausse de l'indice phare parisien de quasiment 25% depuis le début de l'année, 40% sur un an. C'est le moment de faire un petit point sur les entreprises face à la cotation. J'imagine que toutes, Arnaud, elles ne regardent pas les marchés de la même façon. Il y a celles qui ont envie d'y aller et puis celles qui, finalement, pour lesquelles ça n'a que peu d'intérêt. Oui, alors c'est toujours un mouvement en fait, c'est-à-dire celles qui n'y sont pas ont envie d'y être et celles qui parfois sont cotées ont envie d'en partir. On n'est jamais satisfait en fait. On n'est jamais satisfait, mais est-ce qu'on se souvient qu'en 2018, Elon Musk avait fait ce tweet en disant « Je réfléchis à reprendre la propriété, à rendre privée, comme ils disent les Anglais par rapport à public qui veut dire coté, pour $420 les actions Tesla. Elles en valent 1250 à peu près à hier. » Donc effectivement, il y a toujours ce mouvement de va-et-vient et parfois de « je t'aime, moi non plus », parce que finalement, la bourse, c'est fantastique, ça vous donne une valeur, ça vous donne de la notoriété, ça vous permet de communiquer. Ça vous donne des financements aussi. Et puis, ça vous donne accès effectivement au marché et à des financements. On vient de le voir avec OVH, qui a fait une brillante introduction en bourse, qui a levé 400 millions d'euros. Et puis, la bourse, c'est aussi le lieu des prises de contrôle, le lieu finalement d'actionnaires qu'on ne voudrait pas. Alors, on pense beaucoup aux activistes, mais est-ce qu'on se souvient en 2010 de
Bernard Arnault qui rentre chez Hermès comme ça, et Hermès qui s'en offusque en disant comment, mais on ne nous a pas prévenus, mais ils avaient choisi d'être cotés. C'est la loi du marché. Absolument. Ils avaient choisi d'être cotés, donner une valeur et de rendre publique leur entreprise. Et on a vu également tout au long de ces 2 dernières années comment un certain nombre d'actionnaires faisaient entendre leur voix, n'étaient pas d'accord avec un certain nombre d'options et poussaient, on l'a vu chez Danone, en fait, un certain nombre de réflexions stratégiques, voire même des évolutions de board. Et puis je ne parle pas bien évidemment des prises de contrôle. On peut penser à Suez Veolia, on peut penser à Lagardère. Donc la bourse, c'est un peu tout ça. Effectivement, on voit qu'il faut aussi savoir qu'il y a autant de retrait de la cote que d'entrées. Ah bon ? Une vingtaine par an, par exemple, en France. L'an dernier, en 2020, 20 retraits. Quand Suez Veolia et quand Lagardère Vivendi seront des deals qui seront faits, il y a une des 2 sociétés à chaque fois qui disparaîtra de la cote. Mais on a vu cet exemple cette année avec Xavier Niel, qui a décidé de retirer de la cote Iliad, en se disant finalement je ne suis pas à la bonne valeur. Il a quand même donné une prime de 61%. Pour racheter, on ne va pas dire ses propres actions, mais pour racheter sa propre société, finalement. Mais ça vient généralement, ça se produit pour des raisons assez stratégiques, en fait. C'est-à-dire que la pression trimestrielle des analystes, des résultats que vous faites, vous empêche un peu ces stratégies de plus moyen et long terme. C'est trop contraignant, vous voulez dire ? Oui, c'est coûteux. Pour les petites ou moyennes sociétés, c'est coûteux et c'est extrêmement contraignant parce que vous avez un peu cette dictature de la performance, de la surperformance. On n'achète pas de la performance à la bourse, on achète de la surperformance en fait. C'est Warren Buffett. Et on est vite sanctionné en cas de non-surperformance. Et on est très vite sanctionné et on a du mal à s'en remettre en fait. Et effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui essayent d'avoir ce qu'on appelle des equity stories pour essayer de revivre. Souvent, elles changent de nom ou quand elles ne changent pas de nom, elles essayent de trouver une nouvelle manière de communiquer. On l'a vu l'an dernier avec Showroom Privé qui était tombé au plus bas, qui a fait une augmentation de capital à 15 centimes, qui a navigué entre 3 et 4, qui aujourd'hui en vaut 2, alors qu'elle n'a jamais gagné autant d'argent, elle n'a jamais autant respecté les objectifs qu'elle s'était donnés, mais à un moment, c'est aussi le lieu du désamour, en fait. Mais néanmoins, ça reste très attractif, j'ai l'impression, depuis un an. Je pense qu'on est sur un record d'IPO, en tout cas au premier semestre de cette année. Plus de 1000 au niveau mondial. C'est ça, on a l'impression que quand même, vous me dites qu'il y a autant de sorties que d'entrées, on a quand même l'image qui est renvoyée quand même plutôt de tout le monde a envie d'y aller. Oui, mais il y a beaucoup de sociétés qui en partent, puis il y a quelques sociétés cotées qui parfois ont des difficultés et disparaissent de la cote, ne serait-ce que, surtout quand elles sont cotées et qu'elles ont un gros endettement et qu'à un moment, ce sont les créanciers qui prennent le pouvoir, généralement ils retirent de la cote. Donc oui, c'est une période fantastique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais il y a beaucoup d'argent dans le private equity, en fait. Alors, il y a beaucoup d'argent à la bourse qui vient un peu de toutes ces politiques monétaires très laxistes et de quantitative easing qui consistent à injecter beaucoup de monnaie de la part des banques centrales. Tout ça a créé des bulles, aussi bien dans l'immobilier qu'au niveau de la bourse. Mais c'est vrai que c'est très favorable. D'un autre côté, regardez... Aramis, qui est plutôt une entreprise performante, s'est introduite, elle a perdu 30% depuis son introduction. Believe, au moment de son introduction, avait chuté très fortement. Aujourd'hui, comme les valorisations sont assez élevées, le parcours boursier derrière n'est pas forcément, je dirais, de façon exceptionnelle avec des x2 ou x3. Et puis à côté de ça, on voit une société pourtant traditionnelle, une ancienne société traditionnelle, Volvo, qui en Suède, qui est revenue en bourse alors qu'elle est détenue par un actionnaire chinois. Absolument. Et qui tout d'un coup vaut 20 milliards d'euros, a eu un très beau parcours depuis son introduction avec effectivement 20%. Donc c'est le lieu des possibles. C'est le lieu aussi des déceptions, c'est le lieu des prises de contrôle. Il y a tout ça est un peu contrasté. Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase de Warren Buffett qui disait les marchés financiers, la bourse, c'est le fait de faire passer l'argent des impatients vers des investisseurs beaucoup plus patients. Mais cela dit...
vous parlez de tous ces aspects à la fois négatifs et positifs, et c'est vrai qu'on a eu une espèce de folie des SPAC aux États-Unis qui s'est assez peu finalement retrouvée en Europe et en tout cas en France. On a l'impression que ces nouveaux véhicules peinent quand même à réaliser leurs investissements, parce qu'on parle de coquilles vides qui sont ensuite destinées à faire des acquisitions, et elles tardent à venir quand même, ces acquisitions. Donc là aussi, il y a peut-être un bémol à apporter au marché financier à la façon dont il fonctionne aujourd'hui. Oui, mais alors effectivement, le SPAC, à la différence d'une société, c'est une coquille vide. Qui a de l'argent, qui a des moyens financiers et qui a des moyens de s'endetter pour pouvoir trouver une cible. Et finalement, ils ont levé tellement d'argent à travers les SPAC qu'aux États-Unis, les 3/4 des SPAC n'ont pas trouvé de cible. Et d'ailleurs, en France, les annonces de SPAC, je crois qu'il y a eu Media One qui a quand même constitué un vrai groupe extrêmement cohérent. En fait, son parcours boursier n'a pas été terrible d'ailleurs. Et les autres SPAC qui ont été annoncés, notamment dans l'agroalimentaire ou le retail et autres, pour l'instant, n'ont pas fait leurs preuves. Ce n'est pas quelque chose. Alors, je pense que le seul contre-exemple, c'est peut-être Donald Trump avec le SPAC WAC. Il y a 2 semaines. J'attends de voir la suite du parcours boursier. On va attendre. On va attendre parce qu'il y a certains analystes qui disent qu'il n'y a même pas le début d'une appli ou de quelque chose qui existe. Oui, ce ne serait pas très étonnant, en effet. Vous parliez de Volvo tout à l'heure, et c'est vrai que l'autre actualité de la semaine, c'était les chiffres du marché auto. Là, en France, on a un recul des immatriculations de voitures neuves de l'ordre de 30% en octobre par rapport à l'année dernière. Ce sont les chiffres du CCSFA. Évidemment, le secteur auto, au-delà de la pénurie qu'on connaît de composants actuellement, est en pleine mutation, celle de la transition énergétique. Est-ce qu'on a une idée, Arnaud, du nombre d'emplois qui sont en jeu là, sur ces questions-là? Parce que finalement, on n'en parle peut-être pas assez. Alors, l'ancien ministre de l'Industrie, Luc Châtel, qui préside la PFA, la plateforme automobile, et qui fait un immense travail de lobbying, mais de remise en question de la filière. Il a commencé ça quand même il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans, vous voyez, je voudrais revenir là-dessus, je me souviens très bien, parce que j'avais rencontré Luc Châtel peut-être 2 semaines ou 1 semaine avant ce fameux rendez-vous, je crois que c'était le 2 décembre 2019, où il disait qu'il va y avoir une grande négociation avec l'État. Ça avait accouché de 50 millions d'euros pour pouvoir réfléchir à l'avenir de la filière. C'était il y a 2 ans. Vous voyez, on a toujours l'habitude de perdre du temps. Ce n'est pas une critique contre Luc Châtel, bien évidemment, mais je dirais que c'est peut-être qu'on a perdu ce temps-là. Aujourd'hui... Il y a eu la pandémie aussi. Entre-temps, ça n'a pas aidé non plus. Depuis la pandémie, oui, mais 50 millions, on savait déjà qu'il fallait des milliards. Ça voulait dire. Voilà. Les Allemands avaient déjà investi des dizaines de milliards dans la transition des modèles. Et nous, c'est pas trop notre truc, la transition des modèles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle tous les mois à peu près, pour essayer de pointer le doigt là-dessus. Les chiffres, c'est entre 65 000 et 100 000 emplois qui pourraient être concernés sur une filière qui en représente 400 000, tout simplement parce qu'on ne va plus fabriquer le même type de voiture. Aujourd'hui, une voiture, un moteur électrique, c'est 7 fois moins de main-d'œuvre et de pièces qu'un moteur thermique. Et c'est effectivement 4 fois moins de temps à construire. Donc ce sont des modèles complètement différents, d'une part. Et puis d'autre part, on a vu au moment où Luc Châtel prenait le sujet à bras-le-corps en disant « il nous faut 17 milliards ». Et j'espère que ces 17 milliards seront financés, alors là, pour le coup, dans un vrai plan de relance. Sinon, nous n'aurons plus d'industrie automobile. Donc oui, il faut soutenir, je dirais, dépenser de l'argent, pas subventionner, mais dépenser de l'argent pour des transitions. Il le faut. À ce moment-là, l'action Tesla dépassait les $1 000. Et au même moment, Bugatti sortait un modèle de 1600 chevaux et 2 jours après, Ferrari nous annonce qu'ils font plus 20% de ventes par rapport à l'an dernier et qu'ils vont faire une année record. Et effectivement, au même moment également, le modèle 3 de la Tesla se vendait devant la Dacia et la Clio. Donc il y a tout un tas de symboles qui montrent qu'effectivement, il y a des transitions qui n'ont pas été prises. Je ne pense pas que le modèle de c'est une question de transition qui n'a pas été anticipée ou c'est une question d'innovation? C'est automatiquement une question d'innovation. C'est-à-dire que d'ailleurs, Luc Châtel le reconnaissait lui-même en disant mais Tesla... alors Tesla, ils avaient pris une option, c'est-à-dire que, en fait, c'est une stratégie, ce qu'on appelle d'océan bleu. Ils ont décidé de dire, nous, on considère que l'électrique se développera vraiment
sur le premium. Alors que tous les autres constructeurs se sont dit, on va faire de l'électrique sur de l'entrée de gamme. On a vu que ça avait plutôt pas mal marché sur Tesla. Son PE, le price earning de Tesla, c'est 330. Les autres fabricants automobiles, c'est 10 à 30. Le rapport, cours sur bénéfice. Donc on voit bien ce qu'on achète. Mais effectivement, une Tesla, c'est du digital, c'est de l'innovation, c'est de la verticalisation de la production. C'est tout ça. Tout ce que l'on n'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'on se traîne une industrie qui est très vieillissante et pourtant on a inventé l'automobile. Et je crois toujours que, j'allais dire PSA, Stellantis est parmi les plus grands déposeurs de brevets chaque année. Absolument. En termes d'innovation, pour autant, il y a quand même un track record dans ce secteur-là, quoi. Exactement. Et effectivement, en termes de valeur, je pense que Tesla vaut à peu près autant que tous ses concurrents. C'est à peu près ça, la répartition. Enfin, c'est aujourd'hui 1000 milliards pour Tesla, c'est 10 milliards pour Renault, c'est 60 sur Stellantis, et le deuxième après Tesla, c'est Toyota avec 280 milliards, et ensuite on passe à Daimler 100 milliards pour arriver en Europe. C'est sans commune mesure. Puisqu'on parle de mobilité, il y a la SNCF qui est confrontée aussi à la concurrence. On parle de Trenitalia qui arriverait d'ici la fin de l'année sur le Paris-Lyon-Milan, Transdev qui a été choisi, et ça a fait grand bruit cette semaine, pour gérer pendant 10 ans la liaison Marseille-Toulon-Nice à partir de 2025. La concurrence, c'est quand même une bonne nouvelle, Arnaud. C'est une bonne nouvelle, mais visiblement pas pour les dirigeants de la SNCF. Alors je pense que les éléments de langage sont soigneusement choisis pour ne pas heurter la population de la SNCF, mais je trouve que c'est un exemple très parlant, la SNCF, pour plein de raisons. D'abord, les déclarations qui étaient dans le Figaro, d'une interview de Jean-Pierre Farandou et de plusieurs de ses dirigeants, c'était de dire ce n'est pas une bonne nouvelle de voir de la concurrence arriver. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, au contraire, à tout point de vue, parce que ça force aussi à se transformer. Et effectivement, quand Jean-Pierre Farandou dit la concurrence est un choc pour nos équipes, ça fait quand même 15 ans qu'on le sait qu'il y aura de la concurrence. Mais au-delà de ça, j'aime bien cet exemple parce que la SNCF, en fait, elle a été très précurseur sur le digital avec Voyage SNCF, qui est une réussite, qui doit s'appeler Oui SNCF maintenant, et qui est une vraie réussite. Mais c'est une réussite fantastique. Vous voyez, c'est l'exemple de ce que j'essaye d'expliquer. Donc ça illustre bien. La SNCF, en fait, elle a transformé autour de son core business, de son modèle, et elle n'a pas transformé à l'intérieur. Donc autour, c'est une sorte de diversification, c'est fantastique, c'est les applis les plus modernes, on échange un billet de train sur un clic, etc. Mais finalement, ça n'a pas changé les fondamentaux de la SNCF. Alors c'est une vieille dame, il y a des contrats assez spécifiques, bien évidemment. Et ça, c'est le bon exemple de montrer qu'effectivement, une entreprise, si elle ne se contente que de se diversifier ou que de transformer autour, elle ne se transforme pas réellement. Et aujourd'hui, on dit aujourd'hui, il y a de la concurrence, on est en train de perdre des marchés, il y a des cheminots qui vont passer sous de nouveaux statuts. Tout ça avec en toile de fond la réforme des régimes spéciaux, en contrepartie de laquelle il y a eu un désendettement de la SNCF, qui, comme elle est désendettée, et qu'elle est en perte aujourd'hui, se réendette en direct sur les marchés financiers. Ce qui pose quand même un petit peu problème dans la balance et dans l'équilibre. Bon, je me disais, on ne va pas réussir à faire un numéro ensemble sans parler de Vincent Bolloré, en fait, qui cette fois a jeté son dévolu sur l'espagnol Prisa. C'est un groupe de presse. Quelles sont ses ambitions, là, cette fois ? Généralement, quand Vincent Bolloré rentre quelque part, même par la petite porte, il a commencé par 7% et puis il en est à 9,9%. Généralement, c'est pour y rester et c'est pour en prendre le contrôle et c'est pour racheter. Sous quel délai, on ne sait pas, puisque là, il a une première étape, c'est de demander au gouvernement espagnol, dans le cadre de la loi sur la concentration des médias, s'il peut dépasser les 10% et être un petit peu en deçà du seuil d'OPA de 30%. Il y retrouve
comment dirais-je, un vieil allié ou un frère ennemi. Il y retrouve Amber Capital, D'accord. qui a donné la trace, si j'ose dire, pour prendre une référence au ski, et qui finalement a pris déjà 30% du capital, mais qui y est depuis longtemps, Amber Capital. Alors je dis un peu frère ennemi parce que on pourrait croire que comme ils sont chez Lagardère ensemble, ils sont copains. Vous savez, ils se sont déjà croisés plusieurs fois. Ils s'étaient croisés, ils avaient battu le fer sur Gameloft, Oui. et ils avaient fait monter le prix de l'OPA. Sur Lagardère, je rappelle quand même qu'en mai 2020, Bolloré avait voté contre les résolutions d'Amber, dont il s'est aperçu 2 mois après avec l'arrivée de Bernard Arnault qu'il aurait mieux fait de voter pour. Ça aurait évité de perdre du temps. Et là, effectivement, il arrive dans ce groupe Prisa. Alors, l'intérêt, il est industriel. Pourquoi ? Parce que on est et dans les médias et dans le scolaire. Hasard, comme chez Lagardère, avec Hachette et le pôle média. Tout ce que aime Vincent Bolloré, bien évidemment El País, ce journal mythique en Espagne, AS, qui est le 2e quotidien sportif, mais également des radios, et surtout une position de numéro 1 en Amérique latine sur l'édition scolaire. Et c'est ça qui est important, et une position de référence sur l'édition scolaire en Espagne. Donc il ne vient pas pour rien, c'est complètement industriel, il est très actif avant sa retraite, il faut quand même reconnaître. Donc à mon avis, il ne vient pas pour faire un tour, il viendra pour racheter. Je ne suis pas certain que Amber Capital veuille vendre tout de suite, parce que c'est une entreprise encore très endettée, et le dirigeant d'Amber, Joseph Ougourlian, est quand même très impliqué dans le redressement aujourd'hui du groupe Prisa. Et donc, je dirais que ça donne aussi des gages à Vincent Bolloré quand on voit le travail qui avait été fait sur Lagardère. Bon, ce sera intéressant à suivre. En tout cas, merci Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Merci Aurélie. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et je suis maintenant avec Louis-Carl Vignon. Bonjour. Bonjour Ali. Vous êtes le président de Ford France et on a ouvert cette semaine la COP26 à Glasgow en amont de ce rendez-vous mondial. Ford a réalisé une étude auprès des citoyens de 8 pays européens, dont la France, sur les attentes et leur engagement quant au sujet du dérèglement climatique. Alors avant qu'on aille un peu dans le détail des résultats, moi je voudrais savoir pourquoi vous, en tant que constructeur automobile, vous menez ce genre de sondage. Alors en fait, on est directement intéressé. Vous savez que Ford est, depuis sa création, depuis la création par Henry Ford en 1903, s'est doté d'une mission qui était d'améliorer la vie des gens. Et aujourd'hui, c'est resté notre mission, et l'amélioration de la vie des gens passe aussi par la lutte contre le dérèglement climatique. D'accord. Et il se trouve qu'en 2016, lors des accords de Paris, Ford a été le premier constructeur américain à soutenir et souscrire à ces accords de Paris. Et donc là, au moment de la COP26, on trouvait ça très intéressant de savoir combien les Européens, donc limité à 8 pays, mais enfin les Européens dans leur ensemble, avaient évolué en termes de mentalité par rapport à cette fameuse lutte contre le dérèglement climatique. Donc ça, c'est le cadre global. Et puis après, plus directement, pour nous, l'automobile, quelle était donc leur perception en matière d'utilité du véhicule électrique ? Sont-ils prêts à faire cette transition ? Et donc là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a différentes réponses au niveau des pays. Alors justement, les Français, puisque c'est quand même ce qui nous concerne le plus, seul un Français sur 5 ressent une grande responsabilité personnelle dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est moins que nos voisins européens quand même, on va le dire. Et puis alors parmi les efforts du quotidien que nous serions donc prêts à faire, la réduction de la consommation d'énergie, de plastique évidemment, des idées comme acheter local ou avoir moins de vêtements, ça fait aussi son chemin. Ouais. Et la majorité des consommateurs considèrent aussi que les véhicules électriques sont le futur, mais quand même, ils font état d'un certain nombre de freins. Des freins qui sont donc l'angoisse de la panne, le manque d'infrastructures. Est-ce que ces freins aujourd'hui sont légitimes ou est-ce que ce sont des idées reçues ? Alors, ce qu'on voit, juste pour revenir à un point global, c'est que dans l'ensemble, quand même 90% des gens interrogés, en France et ailleurs, jugent le dérèglement climatique comme étant un problème majeur. Effectivement, en France, on a ce côté paradoxal qui est 21% pensent qu'ils ont seulement une responsabilité importante. Et donc, il y a une réelle attente de la part et du gouvernement, mais aussi des industries dans la lutte contre ce dérèglement climatique. Et ils nous disent, eux, les consommateurs, effectivement, qu'ils sont prêts à se priver d'un certain nombre de choses, voyager moins, acheter des vêtements, par exemple, d'occasion. Il y a un certain nombre de startups qui sont là-dessus. Absolument. Et puis aussi, donc, cette transition vers le véhicule électrique qui semble être
la solution réellement pour lutter contre ce dérèglement climatique, avec ceci dit un certain nombre de points de résistance. Le premier d'entre eux étant l'angoisse de l'autonomie en réalité. Et quand on prend un peu de recul par rapport à ça, on voit que les consommateurs, les utilisateurs de véhicules électriques rechargent majoritairement soit à domicile, soit sur le lieu de travail. Et donc, cette réelle angoisse en termes d'autonomie ne se produit que dans des cas de déplacement plus longue distance, je dirais. Typiquement, vous voulez partir en vacances, la Toussaint, c'est d'actualité. Et donc, on se dit, est-ce que je vais pouvoir recharger mon véhicule sur l'autoroute ou pour aller à ma maison de campagne, que sais-je. Et c'est là où nous, constructeurs, on intervient. Alors, avec une stratégie qui nous est propre. Nous, Ford, donc, on a décidé évidemment d'électrifier notre gamme de façon très forte. Et sur le tout électrique, on a choisi d'attaquer plutôt par le haut de gamme et la grande autonomie, justement pour permettre à l'utilisateur, c'est notre fameuse Mustang Mach-E, pour permettre à l'utilisateur d'avoir un véhicule familial qui, grâce à ses 610 km d'autonomie, va lui permettre de parcourir une certaine distance. Et comme parfois on fait des kilométrages plus longs, on s'est investi dans l'infrastructure en faisant partie, avec d'autres constructeurs, du groupement qui a fondé le consortium Ionity. Ionity, c'est un réseau de superchargeurs qui sont placés majoritairement sur les autoroutes. Donc ça, c'est une première phase de recharge. Et la deuxième chose, à tous nos clients qui roulent soit en tout électrique, soit en hybride rechargeable, et on va revenir sur l'hybride parce que c'est l'autre enseignement de l'étude, donc qui leur permet d'accéder par le réseau NewMotion. Donc nous, on a notre app Ford Pass qui parle directement à ce réseau NewMotion, à plus de 200 000 bornes en Europe et 50 000 bornes en France. Donc vous pouvez recharger quasiment tout partout. Avec une petite carte, c'est très simple. Je reviens sur votre réseau de superchargeurs, là. Mais combien de temps ça prend de recharger ? Alors, les chargeurs Ionity vont de 150 à 350 kilowatts en termes de puissance de charge. Ça veut dire combien de kilomètres d'autonomie après ? Alors, si vous prenez une Mustang Mach-E à ce qu'on appelle Extended Range, donc autonomie étendue, elle a une batterie de 99 kilowatts, elle recharge à 150 kilowatts, donc grosso modo, en 40 minutes, vous avez fait le plein sur un superchargeur. Mais de façon plus intéressante, en 9 minutes, vous rajoutez 100 km d'autonomie. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que très souvent, en fait, sur l'électrique, il vaut mieux peut-être s'arrêter une fois de plus. C'est un peu toutes les 2 heures, la pause s'impose. C'est aussi bien pour la sécurité, ça tombe bien. Vaut mieux s'arrêter une fois de plus pour recharger moins, parce que c'est jusqu'à 80% qu'on recharge très vite, en fait. C'est mieux pour les raisons que vous dites, ou c'est mieux parce que c'est plus prudent et que je ne suis pas sûre d'avoir l'infrastructure quand j'en aurais besoin ? C'est mieux en termes de gain de temps, en fait. Quand vous prenez un véhicule électrique, mais c'est un peu comme votre téléphone portable, c'est exactement la même chose. Si vous avez remarqué, quand vous le branchez avec le chargeur, au début, il charge très vite, et puis à la fin, la charge ralentit. Les véhicules électriques, c'est la même chose. Jusqu'à 80%, ça charge très vite, et après, les 20% restants sont plus lents en termes de capacité de charge. Donc du coup, il faut toujours osciller dans cette autonomie entre 0 et 80%. Et donc quand vous arrivez à 80% de recharge, vous arrêtez la recharge, à moins que vous ayez plus de temps. Vous êtes à domicile. Si vous avez toute la nuit, il n'y a pas de problème. Mais donc si vous êtes en parcours, vous arrêtez à 80%, vous repartez, et puis 400, 500 km plus loin, hop, vous rechargez de nouveau jusqu'à 80%. D'accord. Alors vous parliez des hybrides. Donc un tiers de vos personnes sondées considèrent qu'un véhicule hybride représente un meilleur compromis entre l'essence et les énergies plus propres. L'hybride, aujourd'hui, quelle proportion des ventes ça représente chez vous ? Alors, nous aujourd'hui, on est plus d'un véhicule sur 2 vendu chez Ford est un véhicule électrifié avec différentes typologies d'hybridation. D'accord. Donc de l'hybridation légère jusqu'à l'hybridation totale ou le tout électrique. D'accord. Dans notre rôle en termes de constructeur, parce que c'est une des complexités en réalité pour le consommateur aujourd'hui, il y a plein de typologies d'hybridation. Et franchement, on a du mal à s'y retrouver entre l'hybride rechargeable et autres. Vous avez l'hybridation légère, l'hybridation totale, l'hybridation rechargeable, donc on peut mettre sur une batterie. Et donc nous, on a pris le parti, on pense qu'on a un rôle réellement d'éducation en tant que constructeur vis-à-vis de nos consommateurs. Et donc lorsque vous allez sur le site Ford.fr, je fais un peu de publicité, eh bien vous avez toute une partie éducative justement, avec entre autres un petit quiz pour savoir ce qui va correspondre le plus, quelles sont vos connaissances, et 2, ce qui va correspondre le plus à vos besoins en matière de mobilité, mais aussi à votre portefeuille, donc à votre besoin en termes de capacité d'achat. Tout le monde ne peut pas acheter un véhicule 100% électrique. Donc on a ces différentes typologies d'hybridation. Et puis nous, dernièrement,
à cette hybridation, on a rajouté également l'utilisation d'un biocarburant, le 85, le bioéthanol, qui permet d'améliorer encore, si vous voulez, le côté coût d'usage du véhicule, puisque l'hybride, ça fonctionne avec de l'essence. Et donc, si vous êtes en bioéthanol, vous consommez avec un carburant qui coûte 2 fois moins cher. Ouais, on reviendra sur le bioéthanol, mais vous venez de le dire, tout le monde ne peut pas s'acheter un véhicule 100% électrique. Est-ce que finalement, le plus gros des freins aujourd'hui ne reste pas le prix, tout simplement, de cette technologie? Alors, effectivement, c'est un des freins. C'est ce pourquoi, je vous le disais tout à l'heure, nous, on a décidé d'attaquer plutôt par la grande autonomie et le véhicule familial, qui peut être l'unique véhicule du foyer, plutôt que d'attaquer par un petit véhicule qui, de toute façon, n'offre pas assez d'autonomie et coûte déjà assez cher pour être le véhicule familial. Donc, soit on a le pouvoir d'achat d'avoir 2 véhicules, quelqu'un peut prendre un petit électrique et puis un grand électrique ou pas, soit on a moins de pouvoir d'achat et on a la moyen d'acheter un seul véhicule, et auquel cas un véhicule hybride. Et nous, on a réellement segmenté nos hybridations en fonction des segments, c'est-à-dire plus on est dans un segment petit, une Ford Fiesta ou un Ford Puma, donc un petit SUV, plus on est sur des hybridations légères, et plus on va sur les segments supérieurs, typiquement le Ford Kuga, qui est notre SUV plus familial. Et donc là, on a les différentes typologies d'hybridation. Vous pouvez choisir full hybride, hybride rechargeable, en fonction de votre usage et en fonction de votre capacité d'achat. En fait, quand vous dites que vous avez attaqué l'électrification par le premium, finalement, c'est la même stratégie que Tesla? On peut, oui. Je vous charrie un peu, mais... Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, la Mustang Mach-E, les journalistes le disent, c'est la seule concurrente de Tesla. Donc on est vraiment, effectivement, vous avez raison, sur ce même créneau en matière d'usage. Et c'est aussi pour ça qu'on a dit qu'on devait absolument avoir un rôle dans l'infrastructure avec ces chargeurs Ionity. On va revenir sur le biocarburant. Vous êtes un des très rares constructeurs, effectivement, à proposer le 85 dans votre gamme. Quelle est votre stratégie là-dessus? Pourquoi avoir fait ce choix réellement qui en fait, détonne par rapport au reste du paysage des constructeurs en France? Alors, le choix, en fait, est cohérent par rapport à nos engagements vis-à-vis du dérèglement climatique. On s'est engagé à limiter nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 76% d'ici à 2035. Donc ça, c'est sur la base, en fait, pour être en ligne avec les accords de Paris, avec donc les accords auxquels nous avons souscrit. On a utilisé des études scientifiques qui montrent qu'on doit réduire de 76%. Dans cette réduction de 76%, l'électrification massive joue un rôle, mais il y a également d'autres moyens de réduire les gaz à effet de serre, et le bioéthanol en est un. Il se trouve que le bioéthanol, comme vous savez, est fait à partir de résidus alimentaires, de la betterave essentiellement, mais aussi des céréales en France. La France, en plus, est le premier producteur européen de bioéthanol. Donc nous, on est le premier producteur européen? Oui, absolument. Non, c'est assez peu, ça. Donc on fait plus de 25% de la production européenne est faite en France. D'accord. Donc on utilise ici, on exporte d'ailleurs aussi beaucoup. Donc c'est réellement un talent français, une spécialité française, cet éthanol. Et donc nous avions déjà ouvert la brèche, si je puis dire, il y a plusieurs années de ça, en 2005-2006, où on avait commencé à commercialiser une gamme bioéthanol. À l'époque, c'était même pas un carburant homologué. On l'a fait homologuer avec fort lobbying. Et puis, on va dire, on l'a commercialisé de 2006 à 2010, mais c'était trop tôt. Les consommateurs n'étaient pas prêts. On a retenté l'initiative en 2019 avec le Kuga de génération précédente. On était en pleine crise des gilets jaunes, donc essence très chère, ça a été un peu ça le déclencheur de la crise. Et donc tout d'un coup, ça a été un énorme succès commercial. Et donc on s'est dit, fort de succès commercial, mais le Kuga était en fin de vie, donc il s'est arrêté assez vite. On s'est dit, fort de succès commercial et de la cohérence avec notre engagement en tant que marque contre la lutte pour le dérèglement climatique, on ne pouvait pas ne pas continuer. Et donc nous avons convaincu nos instances européennes. Pourquoi je dis nous avons convaincu nos instances européennes? Parce que le bioéthanol n'est pas distribué partout en Europe. En Europe, les 2 gros pays du bioéthanol, c'est la France et la Suède, essentiellement. Et la Suède, c'est un plus petit pays, évidemment. Donc, dès lors que nous proposions un réel business case, on va dire, à l'Europe pour cette proposition, et on considérait ça vraiment comme étant un avantage, une proposition de vente unique, comme on dit, eh bien, ils ont accepté. Et donc, on a lancé pas moins de 6 modèles qui fonctionnent au bioéthanol. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous les modèles FlexiFuel, puisque vous pouvez utiliser de façon indifférente soit 100% de E85, soit 100% de samplon 95, et puis en fonction de ce que vous trouvez comme station-service, vous pouvez mixer. La voiture, de toute façon, analyse à tout moment la qualité du carburant qui est utilisé pour la combustion. Donc, elle s'adapte.
On a développé un certain nombre de pièces spécifiques, parce que le bioéthanol a des caractéristiques physiques qui sont différentes de l'essence normale. Et donc, nous devions adapter nos moteurs pour qu'il n'y ait aucun risque en matière de garantie. Donc, la garantie constructeur s'applique évidemment sur tous ces modèles bioéthanol. Et l'avantage principal est économique pour le consommateur, puisque c'est moitié prix à la pompe, 0,68 centimes du litre. Ah oui, ça fait rêver dit comme ça. Voilà, donc c'est pas mal. Ça vous fait un plein entre, allez, on va dire 30 € sur une voiture familiale, donc, alors que vous payez normalement plutôt autour de 70. Donc, c'est pas tout à fait la même facture. Sur une année, ça représente une économie entre 4 et 600 € à peu près en fonction du segment. Et en plus, il y a des avantages tels que pas de carte grise à l'achat dans tous les départements français, dans toutes les régions françaises, pardon, sauf 2. Dans ces 2 régions, c'est 50%. Donc, ça fait une économie ultérieure. Donc, c'est économique, c'est écologique. Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 90% sur le cycle de vie, parce que c'est fabriqué localement, parce qu'on utilise peu de pétrole importé, parce que ça vient de végétaux, donc c'est plutôt vertueux. Et puis 40% de réduction des émissions de CO2 également. Donc, puis en plus, c'est patriotique en l'occurrence, parce que c'est fait en France. Donc on s'est dit que pour nous, ça cochait réellement toutes les cases par rapport à notre stratégie. Et je dois dire, on l'a lancé donc progressivement depuis juin, mais réellement depuis octobre, on a toute la gamme. Et on a fait un énorme succès commercial au mois d'octobre en termes de commandes. Merci beaucoup pour ces explications, Louis-Carl Vignon. Je rappelle que vous êtes le président de Ford France. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et je suis maintenant avec Nelly Garnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la nouvelle directrice de l'Observatoire tout aussi nouveau des crises nouvelles chez Havas Paris. Qu'est-ce que c'est que cet observatoire ? Écoutez, on a voulu armer les entreprises face à ce qu'on considère être un nouveau besoin, qui est finalement avoir une lecture approfondie en termes de sociologie, en termes d'opinion, de ces mouvements d'opinion, de ces nouveaux mouvements citoyens qu'on voit surgir sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que du côté en matière de communication, souvent on a vu les réseaux sociaux comme étant un outil, un nouveau canal de communication, un nouveau canal de diffusion, ou alors pour faire du contenu plus créatif ou pour aller toucher de nouvelles audiences. Et puis on a négligé le fond des débats qui s'y passent. Et puis aujourd'hui, on voit que les entreprises, elles sont malgré elles happées dans ces débats, elles sont interpellées par des nouveaux mouvements citoyens, et donc elles avaient besoin qu'on les aide à répondre à ce qu'on a appelé ces crises nouvelles. Et l'idée de l'Observatoire, eh bien, c'est de mobiliser différentes expertises que nous avons au sein d'Havas Paris, en matière de planning stratégique, en matière de social media, aussi en matière d'influence et de communication de crise, eh bien, pour les préparer, les armer et puis les aider à définir leur champ d'expression. Alors, qu'est-ce qui serait constitutif d'une crise, par exemple, que vous relèveriez dans cet observatoire ? Moi, ça fait des années que je travaille en communication de crise, notamment chez Havas Paris. Et c'est vrai qu'à l'origine, les crises, ça venait souvent d'un incident ou d'une erreur au sein de l'entreprise. Je vous prends un exemple. Vous vous retrouvez par erreur avec de l'huile de vidange dans votre mayonnaise. Donc, on arrivait, nous, pour dire finalement comment on va cadrer des messages, accompagner tout un processus de cellules de crise et des petites équipes resserrées pour s'adresser à des interlocuteurs définis. Ça peut être des associations de consommateurs, la presse, les salariés, et finalement empêcher que l'incendie prenne ou éteindre l'incendie. Aujourd'hui, on voit d'autres types de crises de réputation émerger, et notamment, ce qui est nouveau, c'est que les entreprises peuvent être prises à partie par de l'extérieur, c'est-à-dire elles sont entraînées dans des débats qui ne sont pas les leurs. On va leur dire, mais vous êtes une marque de cosmétiques, est-ce que vos produits sont racistes ou pas ? Vous êtes une entreprise, vous choisissez de faire vos publicités sur tel média, ou même vous choisissez de ne pas faire de publicité sur tel média. Est-ce que c'est un acte politique, pas politique ? On vient vous interpeller. Et donc, les entreprises, souvent, elles sont un peu démunies parce qu'elles sont concentrées sur leur business et donc elles sont happées dans des phénomènes qu'elles ne comprennent pas bien et elles peuvent avoir des réactions qui viennent amplifier la crise ou alors qui tombent complètement à côté de la plaque. Et donc l'idée, c'est de leur dire aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on sait que les entreprises sont des entreprises dans la cité, eh bien on va vous aider à comprendre ce qui se dit dans ces phénomènes profonds, dans cette conversation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour qu'elles définissent quel est leur cap, quel est leur champ d'expression et comment elles doivent réagir quand elles sont interpellées. Est-ce qu'elles sont obligées d'ailleurs de réagir systématiquement ou est-ce qu'il y a des questions, on se dit non, ça n'a rien à voir avec mon business, je laisse de côté, je ne réponds pas, j'ignore ?
Eh bien, le sujet, c'est effectivement de savoir quel est leur champ d'expression, parce que finalement, les entreprises ne sont pas des acteurs politiques, elles ne sont pas dans le débat permanent de cette conversation qu'on voit, mais on sait que les entreprises, elles sont dans la cité, que les consommateurs et les citoyens en attendent beaucoup, et donc finalement, elles doivent savoir quel est leur champ d'expression. Moi, je vais vous prendre un exemple qui est la question environnementale. Quand j'ai commencé dans ce métier, on se disait, une majorité des Français pensent que la question environnementale est un problème très grave. Donc, on avait ce premier point. Et puis, une majorité des Français pensent aussi que les entreprises peuvent agir et elles sont attendues sur ce plan. Donc, on se disait, c'est un peu le sujet bisounours consensuel. On va tous faire aller dans cette question environnementale et ça sera bien perçu. Et puis, on s'est rendu compte ces dernières années que c'est le sujet qui clive par excellence. Moi, je rappelle que sur ce quinquennat, la plus grosse crise sociale qu'on a eue, c'est une question de fiscalité environnementale. Et puis, on voit que tous les jours, il y a des débats nucléaires, éoliens, la voiture électrique, c'est écologique, pas écologique. Et donc, s'il y a consensus sur l'objectif, on voit bien qu'il y a énormément de dissensus sur les méthodes pour atteindre cet objectif. Et donc, simplement, c'est comprendre une entreprise quand elle va sur ce champ de répondre à cette préoccupation citoyenne qui est la question environnementale, comprendre quels sont les débats, dans quoi elle se positionne, ne pas se dire finalement j'ai un discours bisounours, personne ne viendra m'attaquer, mais dire finalement moi, je choisis d'aller dans une voie, je l'assume, elle est en cohérence avec mon business, elle est en cohérence avec les valeurs de mon entreprise et je connais mon champ d'expression. Et finalement, il faut que les entreprises, elles sachent où elles sont attendues, ce qu'elles ont envie de porter, sinon elles sont souvent démunies et quand elles réagissent, parfois elles se créent elles-mêmes leur propre crise alors qu'il aurait mieux fallu qu'elles passent sous le radar, quoi. Alors, c'est vrai que vous le disiez, aujourd'hui, les entreprises ont bien compris que les consommateurs attendaient qu'elles soient des acteurs engagés. Vous êtes également une femme politique, vous êtes conseillère LR à la mairie de Paris. Quel est votre regard, vous, sur ce sujet ? Est-ce que les entreprises ne deviennent pas, quelque part, des acteurs politiques également ? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la grande révolution de ces dernières années, c'est notamment via les réseaux sociaux, l'émergence de l'accès de tous à la parole. C'est-à-dire qu'on est, ce que je disais, on est rentré dans l'ère de la conversation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, finalement, on a un débat global qui est beaucoup moins cadré qu'avant. Avant, vous étiez une entreprise, vous passiez par les médias, vous aviez vos interlocuteurs parfois politiques, vous avez vos interlocuteurs syndicaux, vous aviez des associations de consommateurs, et donc tout était beaucoup plus cadré. Et c'était plus facile de savoir quelle était sa place, finalement, d'entreprise. Maintenant, finalement, tout le monde est interpellé sur tout. Et donc, les entreprises, c'est compliqué parce qu'elles sont entraînées, vous voyez, dans ce débat. Et ça, je l'ai vu, c'est vraiment, il y a une révolution du débat politique, notamment par les réseaux sociaux, qui font que les entreprises sont entraînées dans des débats qu'elles n'auraient pas eu avant. Et elles sont un peu perdues parce que, en fait, quand vous êtes à votre business, vous n'êtes pas en train de suivre ce qui se passe en termes de mouvement d'opinion toute la journée. Et donc, il faut acter que maintenant, elles sont dans ce champ d'expression. On est tous dans un champ d'expression qui peut être politique parce qu'on agit dans la cité. C'est ce que je disais, ça fait longtemps ça qu'elles le savent. Et il y a beaucoup plus un travail de positionnement et de savoir quel est son cap et son champ d'expression. Parce que quand on ne le sait pas, finalement, on a souvent des positions très maladroites et on est en dehors du sujet. Et donc, il faut que les entreprises, elles n'ont pas à faire de la politique. D'ailleurs, elles ne le font pas. Mais il faut qu'elles sachent, qu'elles mesurent quel est leur impact dans la société et qu'elles sachent quel est leur champ d'expression, quel est leur champ d'action. Merci beaucoup Nelly Garnier pour ces explications, directrice de l'Observatoire des crises nouvelles chez Havas Paris. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et on termine cette émission avec Olivier Attimon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur général de Sodial Fromage. Alors, c'est la première coopérative laitière de France, 41 fromageries, 370 000 tonnes de fromage commercialisés en Europe. Du côté des marques, on citera Entremont, Richemont ou Cœur de Lion. En fait, s'il y a un grand gagnant de cette crise sanitaire, c'est le fromage. Je ne savais pas, moi. Le fromage, effectivement, est un produit refuge. Et dans les moments difficiles, on aime se retrouver, effectivement, autour d'un morceau de fromage, que ce soit un fromage à consommer en apéritif ou même en raclette en plat principal. Oui, ça a été une bonne année pour tous ces fromages du quotidien. Et vous l'avez vu en termes de vente alors ? On l'a vu aussi en termes de vente. On l'a vu en termes de vente pour ces fromages que je viens de vous citer, ces fromages un petit peu du quotidien. Par contre, pour les fromages AOP, ça a été beaucoup plus compliqué parce que là, leurs marchés se sont écroulés, que ce soit la restauration ou que ce soit même la vente à la coupe en grande distribution parce que ces rayons ont fermé.
D'accord. Alors, effectivement, vous parliez du fromage à raclette. Alors, les ventes ont été multipliées par 3 ou 4 pendant les périodes de confinement. Oui. Effectivement, j'étais quand même très étonnée. Aujourd'hui, est-ce que cette tendance d'amour nouveau du fromage reste encore, ou est-ce que c'est retombé post-confinement? Alors, c'est un petit peu retombé. Néanmoins, ces différents usages de consommation du fromage, eux, ils perdurent. Avant, effectivement, nous consommions le fromage un peu en plateau avant le dessert. Maintenant, nous le consommons de plus en plus à tout moment de la journée, en snacking, en entrée, en plat principal, donc les raclettes. En entrée? En entrée, bien entendu. Regardez une salade, par exemple. Ah oui, c'est Je vrai. vous défie de ne pas avoir un morceau de Ah fromage. oui, c'est dans vrai, votre ça salade manque maintenant. sinon, en Mais fait. absolument, mais c'est toute la force et la vitalité du fromage. Alors, est-ce que justement, la production française aujourd'hui, elle est suffisante pour faire face à toute cette demande? Elle est même exportatrice. Oui, c'est ça. Ah oui. On a quand même de la marge, nous, en France, pour Nous avons pouvoir faire face. capacité à pouvoir exporter. Tout dépend des types de fromages, bien entendu. Mais nous importons aussi certains fromages que nous ne pouvons pas produire aussi en France. Je pense à certains fromages italiens Bien ou, sûr. ou Ou espagnols. grecs Oui. également. Mais c'est un marché plein de vitalité, oui, le fromage. Alors, vous avez inauguré récemment un agrandissement de 25% de votre usine de Saint-Flour dans le Cantal. Oui. Vous avez annoncé aussi un investissement de 170 millions d'euros dans les 5 prochaines années. À quoi vont être destinés ces investissements? Et qu'est-ce qui motive cet agrandissement-là? D'abord, à accompagner cette croissance du fromage. Ensuite, développer les filières, effectivement, qui sont plutôt porteuses en AOP, avec cette notion de proximité qui est de plus en plus importante. Et puis, ces différents usages ou moments de consommation du fromage, ils demandent à ce que le fromage soit prêt à l'usage, c'est-à-dire découpé ou tranché pour rentrer, effectivement, dans l'usage de tous les jours. Si c'est un sandwich, il vous faut votre tranche de fromage au format de la baguette. Donc, c'est aussi... On si devient vous voulez, feignant un peu quand même. on rentre dans la cuisine d'assemblage. C'est différent, non, parce que le consommateur s'est remis à cuisiner et il continue. Par contre, effectivement, il aime bien avoir ses ingrédients prêts. Et le fromage est un ingrédient culinaire. Alors, vous allez aussi adapter vos lignes de production, je crois, pour des emballages qui soient 100% recyclables. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est compliqué à faire? Parce que j'imagine qu'il y a des problématiques, quand on touche à l'emballage de produits frais, c'est compliqué. Il y a des C'est pas problématiques simple. de conservation. C'est pas simple parce que c'est automatisé. Ouais. Donc déjà, il faut que les machines puissent effectivement accompagner et apprivoiser ces nouveaux emballages. C'est pas simple en plus parce que sur le fromage, il faut que ce soit étanche. Ouais. Pour tout simplement des raisons de moisissure, tout simplement. Et puis, lorsque vous utilisez de la matière recyclable dans votre plastique, la souplesse du plastique est moins bonne. Et donc, quelque part, vous avez des risques de fuitage. Donc, c'est un travail que l'on fait progressivement pour pouvoir avoir demain des emballages recyclables et utilisant de plus en plus de matière recyclée à l'intérieur. Mais effectivement, techniquement, c'est loin d'être simple, mais c'est un enjeu qu'on va relever. Je ne suis pas inquiet. J'ai lu un truc sur les aplats d'encre noire, vous pouvez me raconter? Ah, c'est le noir de carbone. Effectivement, le noir de carbone, nous travaillons à supprimer effectivement, le noir de carbone dans nos emballages. Et ce qui fait qu'effectivement, on a même certains plateaux de fromage qui privaient de ce noir de carbone. Nous avons même changé la couleur de nos plateaux, évidemment. Incroyable. Oui. Vous faites beaucoup de fromages AOP ou IGP qui, eux, donc, vous le disiez tout à l'heure, ont plus souffert de la crise. Oui. Est-ce que vous allez aussi investir sur ce segment-là? Oui, absolument. Justement, sur tout ce qui est un petit peu découpe et transformation aussi. Déjà, augmenter la capacité de certaines filières AOP qui se développent bien. Je pense à tous les bleus, justement. À Bleu d'Auvergne, Saint-Flour. par exemple. Oui, Ouais. tout à fait. Mais aussi travailler à ce que ces fromages, entre guillemets, qui se mangent encore beaucoup de manière gastronomique avant le dessert, puissent aussi accompagner le consommateur à d'autres usages. Et on voit dans la cuisine de tous les jours qu'on utilise de plus en plus aussi de fromage AOP. Et c'est pareil, il faut du coup que la découpe de ces fromages accompagne et corresponde à ce que le consommateur veut en faire. Le consommateur ou l'industriel, bien entendu. Mais en fait, je suis assez fascinée, je vous écoute. Et moi, je me disais, un truc aussi vieux que le fromage, évidemment, le marché est à maturité, il ne se passe rien, quoi. Mais en fait, Non. Au contraire, il se régénère à une vitesse importante. On est sur des croissances qui sont autour de 3% en France, mais aussi dans le monde. Et il y a des pays qui découvrent le fromage qu'ils ne consommaient que très peu avant. Donc il y a vraiment un potentiel important sur le fromage, oui. Et on peut inventer de nouveaux fromages aujourd'hui encore? Oui, bien entendu. C'est ce qui se fait tous les jours. J'exagère un petit peu en disant tous les jours, mais il y a certains fromages AOP qui, eux, sont issus de notre histoire et n'ont pas évolué, et qu'on ne peut pas faire évoluer. Et puis il y a des fromages que l'on va retravailler, réadapter pour des usages justement culinaires qu'ils n'avaient pas avant. Donc oui, au contraire,
on innove tous les jours même. Vous parliez des fromages AOP ou IGP. Sur les AOP, il y a un fromage qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, c'est le Roquefort, avec une partie des producteurs qui est entrée en guerre contre le Nutri-Score. Alors le Nutri-Score, effectivement, en ce qui concerne le Roquefort, je crois que c'est la pire note, c'est E rouge, il me semble. Quelle est la position de Sodial sur ce point-là ? Alors, d'un point de vue général, déjà, qu'est-ce qui différencie notre économie d'autres économies dans le monde ? Et je vais aller très vite là-dessus. Mais ce sont toutes expressions de nos différences. Que ce soit dans la gastronomie, que ce soit dans le luxe. Regardez toutes les activités qui sont florissantes en France et qui se développent, ce sont celles-là. Et je suis, moi, presque choqué de voir qu'effectivement, on cherche à comparer ce qui n'est pas comparable. Vous imaginez comparer un morceau de Roquefort à une pizza ou à un autre produit de ce genre ? C'est exactement ce qu'on est fait. On est en train de vouloir, quelque part, normaliser ces productions. Donc déjà, ça me choque. Ensuite, sur la méthode, je suis vraiment choqué, pour être clair avec vous, parce qu'on va comparer 100 grammes de Roquefort à 100 grammes, par exemple, de pizza ou de je ne sais pas quel autre produit industriel. Et moi, il me c'est semblait 100 grammes de Roquefort. que c'était à produits comparables. Enfin, il ne me semblait pas qu'on mélangeait les pizzas et le fromage. Le Nutri-Score va s'appliquer à tout plat alimentaire, que ce soit une pizza, je prends cet exemple comme un autre, ou que ce soit le fromage. Ce qui me surprend dans la méthode, si vous voulez, c'est qu'on va comparer 100 grammes. Vous ne mangez jamais 100 grammes de fromage d'un seul coup. À 100 grammes de pizza, là par contre, vous allez en manger 4 fois plus. Et on va se mettre à mettre la même note à un produit dont on n'utilisera qu'une toute petite partie et à l'autre qu'on utilisera en bien plus grande quantité. Donc j'ai un problème sur le fond et pour notre économie, et j'ai un problème sur la méthode. Donc non, clairement, je souhaiterais une exemption. Surtout que nous ne pouvons pas travailler le cahier des charges de ces fromages AOP. C'est l'essence même de ces fromages AOP, c'est surtout de ne pas bouger, ne pas toucher à cette recette qui a fait l'histoire de notre pays. Et là, quelque part, on ne peut même pas travailler à retravailler le lait ou retravailler la composition de ce fromage. Mais non, puisque c'est un AOP. Donc il n'a même pas cette possibilité de pouvoir s'adapter à ces exigences de Nutri-Score qui sont pour moi hors de propos sur le fromage. D'autant qu'il me semble que le fromage à la coupe n'est pas concerné par le Nutri-Score. Donc il y aura une différence entre le Roquefort proposé à la coupe et le Roquefort... Je pourrais vous en citer plein, mais vous avez complètement raison. Ouais. Donc c'est pénaliser effectivement une activité qui est historique, qui est créatrice de valeur. Et sur la forme, je trouve qu'on ne compare pas et qu'on n'a pas la bonne manière de comparer effectivement ces activités. Vous avez des retours du gouvernement. Je crois que le ministre de l'Agriculture a été plutôt favorable à vos bien entendu, il l'a parfaitement compris et il a demandé l'exemption. Donc, mais je sais que le Nutri-Score dépend du ministère de la Santé. Absolument. Donc c'est pas simple et donc on attend, mais on continuera effectivement à pousser pour cette exemption parce que pour nous, elle n'a pas de sens. Merci beaucoup Olivier Attimon. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sodial Fromage. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, vous retrouvez Stéphane Soumier dès lundi sur Bismart. En attendant, passez un très bon week-end et à vendredi prochain. Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.